Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de la semaine. Au programme aujourd'hui, de l'argent qui file dans les arsenaux nucléaires, une île caribéenne qui défie l'impossible en matière de sécurité, une coupe du monde qui révèle les pires travers de notre époque et enfin une bonne nouvelle venue d'Afrique. Allez, c'est parti. On commence par une information publiée par ICANN France, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires qui a été prix Nobel de la paix en 2017. Et les chiffres qu'ils avancent ont de quoi faire glacer le sang. En 2025, les 9 États dotés de l'arme nucléaire ont dépensé au total 119 milliards de dollars pour leurs arsenaux. Depuis 2021, ce sont près de 471 milliards de dollars qui ont été engloutis dans ces programmes. Les États-Unis restent de loin les premiers dépensiers avec 69 milliards à eux seuls, soit plus que tous les autres pays nucléaires réunis. La France, elle, n'est pas en reste. 6,9 milliards d'euros en 2025, soit plus de 13 000 euros dépensés chaque minute pour ses armes nucléaires. Et selon le CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix, l'arsenal français serait même en augmentation. Ce qui rend ce rapport particulièrement accablant, c'est qu'il révèle sur le long terme, ces investissements ne sont pas conçus pour être temporaires. Les missiles, les sous-marins, les systèmes aéroportés qui se développent aujourd'hui sont programmés pour rester opérationnels jusqu'à la fin du siècle, voire au-delà de 2100 pour certains programmes américains. Loin d'aller vers le désarmement, les grandes puissances organisent la pérennisation de la bombe pour les générations à venir. Jean-Marie Collin, directeur d'ICANN France, résume la situation avec une ironie amère. Les mêmes États qui déclarent à l'ONU être engagés pour le désarmement investissent des centaines de milliards dans de nouvelles armes. Cette contradiction, dit-il, n'est plus tenable. On reste dans l'univers des paradoxes, mais cette fois-ci du côté des bonnes nouvelles, ou plutôt des nouvelles stupéfiantes. Cet article est signé Nuvret Kalra pour l'organisation Code Pink et il dresse un tableau saisissant des avancées médicales cubaines, dans un contexte de blocus total imposé par les États-Unis depuis des décennies. La semaine dernière, Cuba a annoncé Vaxira, un nouveau vaccin contre le cancer du poumon. Il s'agit du deuxième vaccin de ce type développé par l'île. Sur 10 ans d'essais cliniques portant sur plus de 1300 patients, la survie médiane a atteint 76,6 mois et 20% des patients ont connu une survie prolongée inattendue. Ce n'est pas un coup de chance, dès 2011, Cuba avait déjà mis au point le Symavax, ce qui reste à ce jour le seul vaccin contre le cancer du poumon officiellement homologué dans le monde. Tellement efficace que les États-Unis eux-mêmes ont dû conclure un accord spécial pour mener des essais cliniques sur leur territoire. Pendant la pandémie de Covid, Cuba a développé 5 vaccins en propre, a été le premier pays au monde à vacciner les tout-petits et les enfants, et a enregistré l'un des taux de mortalité les plus bas de l'hémisphère occidental. Elle a aussi éradiqué plusieurs maladies, diphtérie, rougeole, rubéole, polio, et en 2015, elle est devenue le premier pays au monde à éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Tout ça dans un pays qui ne peut pas importer de seringues ni accéder librement aux revues médicales scientifiques. Tout ça avec un modèle de santé publique motivé par l'intérêt collectif et donc par le profit. L'article de Nuvret Kalra pose une question qui fait mal. Pendant que Cuba envoie des médecins dans 160 pays, les États-Unis exportent des bombes et maintiennent un blocus qui depuis 2019 et 250 actions supplémentaires a fait augmenter la mortalité infantile cubaine de 148%. Ce qui n'empêche pas cette mortalité infantile de rester inférieure à celle des États-Unis. On reste dans le registre de l'inégalité entre les peuples, mais cette fois sous le projecteur du sport mondial. Signé David Anderson, écrivain et humaniste basé à New York, cet article prend pour point de départ les incidents survenus à l'ouverture de la Coupe du Monde FIFA 2026, co-organisée par les États-Unis, pour proposer une question culturelle bien plus profonde. Les faits d'abord. Avant même le coup d'envoi, des joueurs retenus des heures à l'aéroport pour interrogatoire, des arbitres auxquels on a refusé le visa, dont le meilleur arbitre africain de l'année 2025 selon la CAF, malgré le fait qu'il ait un passeport diplomatique. Les délégations entières sont bloquées ou soumises à des fouilles humiliantes avec des chiens. Des supporters sénégalais victimes de ce que beaucoup ont décrit comme du profilage racial, des supporters écossais dont les autorisations de voyage ont été révoquées au dernier moment. Alors, pris isolément, chacun de ces incidents peut être expliqué par des raisons de sécurité ou des défaillances administratives. Mais David Anderson refuse cette lecture fragmentée. Il y voit un schéma. Certains circulent dans le monde en toute confiance, d'autres découvrent que leur dignité est conditionnelle. Certains ont des passeports qui ouvrent toutes les portes, d'autres font face à l'arbitraire, à l'humiliation comme prix de leur simple participation. L'auteur va encore plus loin, il établit un lien entre cette logique de contrôle et de domination à l'échelle internationale et la mécanique de violence conjugale. Non pas pour équivaloir les deux réalités, mais pour montrer qu'elles partagent la même culture sous-jacente, celle où l'humiliation devient normale, où la suspicion se dirige systématiquement vers les mêmes et où ceux qui subissent sont censés se taire. Le sport international, dit-il, aurait pu être l'occasion de pratiquer une autre façon d'être ensemble. Le miroir était là,
il a été ignoré. Après cet article sur les frontières qui humilient, parlons d'une frontière qui s'ouvre. Et ça fait du bien. Publié par Presensa Côte d'Ivoire, cet article nous parle d'une décision du Togo. Le pays a décidé d'exempter de visa l'ensemble des ressortissants des pays africains. Une mesure qui peut sembler simple, mais dont la portée symbolique est considérable sur un continent où il est souvent plus facile de voyager vers l'Europe que vers un pays voisin. Le Burkina Faso a adopté des mesures similaires ces derniers mois et la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, a salué cette dynamique. L'intégration africaine ne passe pas uniquement par des accords commerciaux, elle passe aussi par les rencontres humaines, les échanges culturels, la possibilité pour des citoyens de se déplacer librement sur leur propre continent. Ouvrir les frontières, c'est faire confiance. C'est dire que l'Africain qui voyage n'est pas a priori un suspect, mais un partenaire, un frère, une sœur. Dans un monde qui construit des murs, le Togo, lui, ouvre ses portes. Et on termine avec un article qui résonne avec presque tout ce que l'on a entendu aujourd'hui. Les paradoxes du pouvoir, la résistance des peuples, le silence complice des grands médias. Cet article est signé Oleg Yasinki, un journaliste indépendant d'origine ukrainienne basé à Moscou, et son ton est celui d'une ode, lyrique, engagée, habitée. Voilà bientôt un mois qu'un soulèvement populaire secoue la Bolivie. En 6 mois à peine au pouvoir, le président Rodrigo Paz a entrepris de démanteler l'ensemble des acquis sociaux des 20 dernières années, tout en faisant arrêter des dirigeants de gauche. Evo Morales, lui-même, est visé par un mandat d'arrêt pour des accusations que l'auteur qualifie d'ironiques et de politiquement motivées. Mais le peuple bolivien résiste. Et selon Yasinski, ce n'est pas un hasard que cette résistance émerge précisément en Bolivie, un pays qu'il décrit comme le plus ancré dans les valeurs autochtones du continent, le moins touché par la logique individualiste du néolibéralisme. Un pays où la collectivité reste la valeur centrale et qui échappe encore, dit-il, à la logique du système mondial. Ce qui frappe dans cet article, c'est la lucidité sur les menaces qui pèsent sur ce mouvement. Le commandement sud des États-Unis déploie déjà des forces sur place, des gouvernements voisins ont averti qu'ils ne toléreront pas de renversement et la presse locale fait son travail de désinformation. Yasinski n'y va pas par 4 chemins, un massacre se prépare. Mais ce qui lui donne espoir, c'est précisément ce que le silence médiatique révèle. Quand un mouvement populaire est ignoré à ce point, c'est souvent qu'il dérange vraiment. Plus les grands médias effacent la Bolivie de la carte, plus ce soulèvement prend de l'importance. Comme si, à l'époque, la reine Victoria avait rayé la Bolivie de sa carte en déclarant « la Bolivie n'existe pas ». Mais elle existe, elle résiste, et peut-être qu'elle est en train de vaincre. Voilà pour cette semaine, 5 articles, 5 façons de regarder un monde en tension, entre ceux qui accumulent les armes et ceux qui soignent, entre ceux qui humilient et ceux qui résistent, entre ceux qui ferment les frontières et ceux qui les ouvrent, et quelque part en Bolivie, un peuple qui se bat pour que les choses changent vraiment. Merci de votre écoute et on se dit à très vite.